La pluie tambourinait contre les vitres de la maison familiale quand Clara poussa la porte d'entrée, épuisée par ce week-end qui avait changé sa vie à jamais. Ses cheveux trempés collaient à son visage, mais elle ne sentait même plus le froid. Dans son sac, les derniers documents signés pesaient plus lourds que des pierres. À 32 ans, Clara avait appris à rentrer sans bruit dans cette maison où elle n'avait jamais vraiment eu sa place. Mais ce dimanche soir, elle savait que le silence allait se briser. « Clara, c'est toi ?» La voix de Jacques résonna depuis le salon. Elle suspendit son manteau et inspira profondément. Dans quelques minutes, tout serait différent. Jacques s'était assis dans son fauteuil habituel, entouré de papiers éparpillés sur la table basse. À 64 ans, il avait encore cette prestance qui impressionnait les clients de son entreprise de menuiserie. Ses mains, marquées par 40 ans de labeur, tenaient fermement un contrat. « Approche-toi », dit-il sans lever les yeux. « J'ai quelque chose d'important à te dire. » Clara s'avança lentement, son cœur battant la chamade. Elle connaissait déjà le contenu de cette conversation, mais entendre les mots serait un supplice différent. « J'ai vendu l'entreprise », annonça Jacques de but en blanc. « Maxime aura ma part des bénéfices quand il sera majeur. Toi, tu n'auras rien. » Le coup était attendu, mais il frappa quand même en plein cœur. Clara serra les poings dans ses poches. « Pourquoi ?» murmura-t-elle, bien qu'elle connaisse la réponse. Jacques releva enfin la tête, ses yeux gris la fixant avec cette froideur qu'elle connaissait depuis l'enfance. « Parce que tu as toujours été une déception, Clara. Trop rêveuse, trop têtue, trop compliquée. Cette entreprise a besoin de quelqu'un de sérieux. » Chaque mot était une gifle. Clara avait entendu ses reproches 1000 fois. Mais ce soir, ils résonnaient différemment. Car ce soir, elle avait une carte à jouer. « Qui achète ?» demanda-t-elle d'une voix qu'elle espérait stable. Le visage de Jacques s'illumina d'un sourire satisfait. Il se redressa dans son fauteuil, bombant le torse avec fierté. La meilleure entreprise de la région. Une société jeune, dynamique, avec de vrais professionnels. Ils m'ont fait une offre que je ne pouvais pas refuser. Clara sentit un sourire étrange naître sur ses lèvres. Un sourire qui ne ressemblait à aucun de ceux qu'elle avait eus dans cette maison. « C'est formidable, papa », dit-elle avec une douceur qui surprit Jacques. « Je suis heureuse pour toi. » Jacques fronça les sourcils, déstabilisé par cette réaction inattendue. « Tu n'es pas en colère ?»« Non », répondit Clara en s'approchant de la table. « Je suis même curieuse. Tu peux me montrer le contrat ?» Jacques s'hésita un instant, puis lui tendit les documents avec méfiance. Clara prit les papiers d'une main ferme et les feuilleta lentement, savourant chaque seconde. Puis elle s'arrêta sur la dernière page et sourit encore plus largement. « Regarde la signature, papa, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. « C'est la mienne. » Le silence qui suivit sembla s'étendre une éternité. Jacques fixait la signature Clara Belmont au bas du contrat, ses yeux passant du papier au visage de sa fille, comme s'il ne comprenait pas ce qu'il voyait. « Qu'est-ce que... Comment... » Clara posa délicatement les documents sur la table et regarda son père droit dans les yeux. « La meilleure entreprise de la région, papa, c'est la mienne. » Jacques fixait toujours la signature, le teint livide, comme si les lettres allaient disparaître sous son regard incrédule. Ses mains tremblaient légèrement en tenant le contrat. « Ce n'est pas possible, » balbutia-t-il. « Tu es designer graphique. Tu n'as pas les moyens de racheter ton entreprise ?» Clara s'installa calmement dans le fauteuil face à lui, croisant les jambes avec une assurance qu'elle n'avait jamais eue dans cette maison. « Détrompe-toi. » Elle sortit de son sac un dossier soigneusement préparé et l'ouvrit sur la table, révélant des relevés bancaires, des contrats d'association, des bilans financiers. « 10 ans, papa. 10 ans que je travaille comme une acharnée, que j'économise chaque euro, que je me prive de tout. Pendant que toi, tu expliquais à tes clients que ta fille ne comprenait rien aux affaires. » Jacques parcourait les documents, ses sourcils se fronçant davantage à chaque page. « J'ai découvert tes difficultés financières il y a 6 mois, continua Clara. Philippe, ton ancien comptable, travaille maintenant dans la même agence que moi. Il m'a parlé de tes dettes, de tes factures impayées, de tes nuits blanches à tourner en rond dans le bureau. Philippe n'avait pas le droit de... » protesta faiblement Jacques. « Il s'inquiétait pour toi. Comme moi d'ailleurs, aussi étonnant que cela puisse paraître. » Clara se leva et se dirigea vers la fenêtre,
regardant la pluie qui continuait de tomber. Sa voix se fit plus douce, presque mélancolique. « Tu sais ce que j'ai ressenti quand j'ai appris que tu étais au bord de la faillite ? J'ai eu mal pour toi. J'ai eu envie de t'aider. » Elle se retourna, et Jacques fut surpris de voir des larmes dans ses yeux. Mais ensuite, j'ai réfléchi à toutes ces fois où j'ai essayé de te montrer mes créations, mes projets, mes réussites professionnelles. À toutes ces fois où tu as détourné le regard en soupirant, à cette phrase que tu as dite devant tout le monde lors de mon diplôme, « Clara ne fera jamais rien de sa vie. » Jacques baissa les yeux, le souvenir le frappant comme un coup de poing. « J'avais 22 ans, papa, 22 ans et j'étais première de ma promotion. Clara, Non, laisse-moi finir. » Sa voix était ferme maintenant, sans colère, mais avec une détermination d'acier. J'ai contacté mes 2 meilleurs clients, Julien et Amélie, qui cherchaient justement à investir dans l'artisanat français. Nous avons monté une société. Eux apportent 60% du capital, moi 40%. Mais je signe comme représentante légale. Elle désigna les documents sur la table. 8 mois de négociations discrètes avec tes créanciers. J'ai racheté tes dettes une par une, j'ai consolidé ta situation et j'ai fait une offre de rachat que tu ne pouvais effectivement pas refuser. Jacques était maintenant complètement silencieux, ses épaules voûtées comme sous le poids d'une révélation insupportable. « Tu as toujours dit que je n'étais bonne à rien pour les affaires, » murmura Clara. « Aujourd'hui, tu découvres que j'étais assez bonne pour racheter tes affaires. » Elle ramassa ses documents et les remit dans son sac, chacun de ses gestes calculés et posés. Les employés gardent leur poste. J'ai déjà prévu un plan de relance. L'entreprise va survivre et même prospérer. Tu peux me faire confiance. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta sans se retourner. « Ah, et papa ? Demain matin, 9h. Tu as rendez-vous avec ta nouvelle patronne pour discuter de ton nouveau contrat de travail. » Le silence qui suivit son départ résonna dans toute la maison, laissant Jacques seul avec le poids de ses préjugés écroulés et l'écho d'une justice qu'il n'avait jamais vue venir. Le lundi matin arriva avec un ciel délavé qui semblait refléter l'état d'esprit de Clara. Elle n'avait pas dormi de la nuit, ressassant la scène de la veille, oscillant entre satisfaction et un étrange vide. La vengeance avait un goût plus amer qu'elle ne l'avait imaginé. À 8h30, elle était déjà installée dans le bureau directorial de l'entreprise, son entreprise maintenant, quand on frappa à la porte. Elle leva les yeux de ses dossiers, s'attendant à voir Jacques. Au lieu de cela, Maxime se tenait sur le seuil, les traits tirés et les yeux rougis. « Je peux entrer ?» demanda son demi-frère d'une voix étranglée. Clara hocha la tête, surprise. À 22 ans, Maxime avait cette beauté juvénile qui rappelait Brigitte, sa mère. Mais ce matin, il paraissait avoir vieilli de 10 ans. « Papa m'a tout raconté », dit-il en s'effondrant dans le fauteuil face au bureau. Enfin, sa version des faits. « Et quelle est sa version ?» demanda Clara, curieuse malgré elle. Maxime passa une main dans ses cheveux ébouriffés. « Que tu l'as piégé, que tu as profité de ses difficultés pour te venger de je ne sais quoi, que tu es devenue, comment il a dit, calculatrice et sans cœur. » Un rire amer échappa à Clara. « Évidemment. Mais moi, je sais que c'est faux, » continua Maxime en relevant la tête vers sa sœur. « Je sais parce que j'ai des yeux et des oreilles, Clara. Et surtout, parce que je ne suis pas aveugle comme lui. » Il se leva et se mit à faire les 100 pas devant le bureau, ses mains tremblant légèrement. « Je savais qu'il allait te faire ça avec l'héritage. Je le savais depuis des mois. Et tu sais quoi ? Je n'ai pas eu le courage de te prévenir. » Clara sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Maxime ? Non, laisse-moi parler. » Il s'arrêta net et la regarda droit dans les yeux. « J'ai honte, Clara. Honte de ma lâcheté. Honte de l'avoir laissé te traiter comme ça pendant toutes ces années sans jamais rien dire. » Les larmes coulèrent maintenant librement sur ses joues. « Tu crois que je ne vois pas comment il te regarde ? Tu crois que je n'entends pas ce qu'il dit sur toi quand tu n'es pas là ? Clara ne comprend rien. Clara est trop compliquée. Clara n'a pas l'esprit pratique. » Clara se leva et contourna le bureau, troublée par l'émotion de son frère. « Mais le pire, c'est ce que j'entends la nuit, » continua Maxime d'une voix brisée. Leur dispute dans leur chambre. Maman qui crie après papa, qui lui dit qu'il est injuste avec toi, qu'il te traite comme si...
comme si tu n'étais pas sa fille. » Ces derniers mots frappèrent Clara comme la foudre. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Maxime s'essuya les yeux avec sa manche. « Il dit toujours des choses bizarres sur toi, Clara. Ce n'est pas ma responsabilité. Elle n'a pas à attendre quoi que ce soit de moi, des trucs comme ça. » Et maman lui répond toujours « C'est ta fille, Jacques, ta fille. » Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle s'appuya contre le bureau, son esprit tourbillonnant. « Depuis quand tu entends ça ? » ?»« Depuis toujours, ou presque. Mais ces derniers mois, c'est devenu constant. Surtout depuis qu'il a décidé de vendre l'entreprise. » Maxime s'approcha de sa sœur, les yeux brillants d'une détermination nouvelle. « Je ne veux pas de cette entreprise, Clara. Je n'en ai jamais voulu. Moi, c'est les arts visuels qui m'intéressent. La création, l'esthétique, pas les clous et les planches. » Il prit une profonde inspiration. « Et puis, franchement, après ce que tu viens de faire, je n'ai jamais été aussi fière d'avoir une sœur. Tu as eu les couilles que je n'ai jamais eues. » Clara ne put s'empêcher de sourire à travers sa confusion. « Maxime, ton langage, c'est la vérité. » Il lui prit les mains. « Tu as fait ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Lui tenir tête. Lui prouver qu'il avait tort sur toi. » Il marqua une pause, puis ajouta plus doucement « Mais maintenant, il faut que tu ailles parler à maman, Clara. Il faut que tu lui demandes ce que signifient vraiment toutes ces disputes. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on ne nous a jamais dites. » Clara regarda son frère avec une affection nouvelle. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait plus seule dans cette famille. Mais les questions qu'il venait de soulever ouvrirent des abîmes qu'elle n'était pas sûre d'être prête à explorer. « Tu as raison, » murmura-t-elle. « Il est temps d'avoir une vraie conversation avec maman. » Clara avait attendu que Jacques parte à son rendez-vous chez le comptable pour rentrer à la maison familiale. Brigitte était dans la cuisine, préparant le déjeuner avec des gestes mécaniques qui trahissaient son trouble. À 58 ans, elle avait encore cette beauté douce qui avait séduit Jacques 30 ans plus tôt, mais ses traits semblaient marqués par une lassitude que Clara n'avait jamais remarquée. « Maman, il faut qu'on parle. » Brigitte sursauta et se retourna, la cuillère en bois encore à la main. Ses yeux bleus, si semblables à ceux de Clara, se voilèrent immédiatement d'inquiétude. « Clara, ma chérie, je sais que la situation avec ton père est compliquée, mais ce n'est pas de ça que je veux parler. » Clara s'installa à la table de la cuisine, celle-là même où elle avait fait ses devoirs enfants, où elle avait pleuré ses premiers chagrins d'amour. « Je veux savoir pourquoi papa et toi vous disputez à mon sujet depuis des années. » Brigitte pâlit visiblement et posa précipitamment sa cuillère. « Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Maxime vous entend, maman. Il vous entend vous disputer la nuit. Papa qui dit que je ne suis pas sa responsabilité. Toi qui lui réponds que je suis sa fille. » Les épaules de Brigitte s'affaissèrent, comme si on venait de couper les fils invisibles qui la maintenaient à droite. Elle s'appuya contre le plan de travail, tournant le dos à Clara. « Maxime n'aurait pas dû écouter aux portes, » murmura-t-elle. « Maman, regarde-moi. » Brigitte ferma les yeux, puis se retourna lentement. Des larmes silencieuses coulaient déjà sur ses joues. « S'il te plaît, ne me demande pas ça, » chuchota-t-elle. « Certains secrets sont trop lourds à porter. Justement, tu les portes depuis trop longtemps toute seule. » Clara se leva et s'approcha de sa mère, posant doucement ses mains sur ses épaules tremblantes. « J'ai 32 ans, maman. Je ne suis plus une enfant qu'il faut protéger. Et après ce qui s'est passé hier soir, je pense que j'ai le droit de savoir pourquoi papa m'a toujours traitée comme si j'étais différente. » Brigitte leva enfin les yeux vers sa fille, et Clara y eut une douleur si profonde qu'elle en eut le souffle coupé. « Tu veux vraiment savoir ?» Sa voix n'était plus qu'un murmure. « Tu es sûre que tu es prête à entendre la vérité ?» Clara hocha la tête, même si son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Brigitte se dirigea vers la table et s'effondra sur une chaise, ses mains jointes devant elle comme pour une prière. « Jacques n'est pas ton père biologique, » lâcha-t-elle dans un souffle. Le monde sembla s'arrêter autour de Clara. Elle entendit les mots, mais ils mirent plusieurs secondes à atteindre son cerveau, à prendre du sens. « Quoi ? J'avais 25 ans quand je t'ai eue. J'étais avec quelqu'un d'autre avant de rencontrer Jacques. » Brigitte releva la tête, les yeux noyés de larmes. « Il s'appelait Théo. Théo Monclerc. C'était l'amour de ma vie. » Clara s'assit lourdement,
sentant ses jambes se dérober sous elle. Nous avions des projets, des rêves. Il était ébéniste, un artisan extraordinaire. Il créait des meubles magnifiques, des pièces uniques. Nous devions nous marier au printemps. Sa voix se brisa. Mais il y a eu cet accident de moto, un soir de novembre sous la pluie. Il revenait de chez un client quand une voiture a grillé un stop. Clara n'arrivait plus à respirer. Et moi? Tu avais 6 mois. Théo t'adorait. Il passait des heures à te bercer, à te chanter des chansons. Il disait que tu avais ses yeux et ses mains d'artiste. Brigitte essuya ses larmes d'un revers de main. Après sa mort, j'étais perdue. Complètement perdue. C'est là que j'ai rencontré Jacques. Il était gentil, attentionné. Il m'a offert la stabilité dont j'avais besoin pour t'élever. Il savait, pour Théo. Oui, il savait tout. Il m'a épousée en connaissance de cause. Il t'a reconnue légalement. Il a donné son nom. Au début, il essayait vraiment de t'aimer comme sa fille. Clara sentit une rage sourde monter en elle. Mais tu grandissais et tu ressemblais de plus en plus à Théo. Tes gestes, ta façon de dessiner, ta créativité. Et quand Maxime est né, quand Jacques a eu un vrai fils biologique... Brigitte ne put finir sa phrase, étouffée par les sanglots. « Il n'a jamais pu oublier que tu n'étais pas vraiment sa fille », murmura Clara, les pièces du puzzle se mettant enfin en place. « Je lui ai reproché pendant des années. Je me suis battue pour toi, Clara. J'ai essayé de le faire changer, de lui faire comprendre qu'un père, ce n'est pas qu'une question de sang. Mais son orgueil était plus fort que tout. » Clara resta silencieuse un long moment, assimilant cette révélation qui changeait tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même. « Et la famille de Théo ?» finit-elle par demander. Brigitte releva brusquement la tête. Sa sœur Rose vit toujours à Fontainebleau. Elle a toujours voulu te connaître, mais Jacques me l'avait interdit. Il ne voulait aucun contact avec le passé. Clara se leva lentement, l'esprit en ébullition. Tout prenait sens maintenant. Le rejet de Jacques, son incapacité à la voir vraiment, sa préférence évidente pour Maxime. « Je veux la rencontrer », dit-elle fermement. Brigitte la regarda avec un mélange de peur et d'espoir. « Tu es sûre ? Plus que jamais. Il est temps que je découvre qui je suis vraiment. » Le trajet jusqu'à Fontainebleau s'effectua dans un silence tendu. Brigitte conduisait d'une main crispée sur le volant, jetant de temps en temps des regards inquiets vers Clara qui fixait le paysage défilant derrière la vitre. Depuis la révélation de la veille, un étrange mélange de colère et de soulagement l'habitait. « Elle habite toujours la même maison », murmura Brigitte en s'engageant dans une petite rue pavée. Au 47, rue des Tilleuls. La maison était modeste mais charmante, avec ses volets verts et son petit jardin fleuri. Clara sentit son cœur s'accélérer quand Brigitte sonna à la porte. Une femme d'une 60aine d'années leur ouvrit, et Clara eut le souffle coupé. Rose Moncler avait les mêmes yeux noisettes qu'elle, la même forme de visage, le même sourire un peu timide. « Mon Dieu !» chuchota Rose en portant une main à sa bouche. « Brigitte. Et toi, tu es... » « Clara, » dit doucement Brigitte. Elle sait tout maintenant. Rose éclata en sanglots et serra Clara dans ses bras avec une force surprenante. « Ma petite fille, ma petite Clara, j'ai tant rêvé de ce moment. » Elles s'installèrent dans le salon, une pièce chaleureuse emplie de photos et de souvenirs. Clara découvrait un monde qu'elle n'avait jamais soupçonné. Théo enfant, Théo adolescent, Théo adulte travaillant dans son atelier. « Tu lui ressembles tellement », dit Rose en caressant une photo où un jeune homme brun travaillait minutieusement un morceau de bois. Il avait exactement tes mains, tes gestes précis. « Parlez-moi de lui », demanda Clara, la voix étranglée par l'émotion. Rose sourit à travers ses larmes. Théo était un poète du bois. Il disait que chaque morceau avait une âme, qu'il fallait l'écouter pour savoir ce qu'il voulait devenir. Il créait des meubles magnifiques, des pièces uniques que les gens gardaient toute leur vie. Elle se leva et revint avec un album photo. Regarde ses créations. Cette commode, cette table, tout sortait de ses mains comme par magie. Clara parcourait les pages, fascinée. Chaque meuble respirait la beauté et l'harmonie, un mélange parfait entre tradition et modernité. Il rêvait d'avoir son propre atelier, de former des apprentis, de transmettre son savoir, continua Rose. Il disait toujours qu'un artisan sans successeur, c'est un trésor qui se perd. « Et son atelier ?» demanda Clara.
le cœur battant. Rose échangea un regard avec Brigitte. Il est toujours là. Je n'ai jamais eu le courage de m'en séparer. C'est à 10 minutes d'ici, dans une ancienne ferme qu'il avait rachetée. Vous pouvez me le montrer ? Clara, intervint doucement Brigitte. Es-tu sûre que c'est une bonne idée ? Mais Rose était déjà debout. Bien sûr que oui. Il est temps qu'elle découvre l'héritage de son père. L'atelier était niché dans une cour pavée, protégé par de vieux murs de pierre. Quand Rose ouvrit la porte, une odeur de bois et de vernis accueillit Clara. L'endroit semblait figé dans le temps. Les outils soigneusement rangés, les établis prêts à recevoir de nouvelles créations, des croquis punaisés au mur. Clara s'avança lentement, effleurant du bout des doigts les rabots, les ciseaux à bois, les équerres. Étrangement, rien ne lui semblait étranger. C'était comme si ses mains reconnaissaient ces objets, comme si elles avaient toujours su à quoi ils servaient. « Il avait commencé un berceau pour toi », dit Rose en montrant une pièce inachevée dans un coin. Il voulait absolument le terminer avant ta naissance. Mais il n'en a pas eu le temps. Clara s'agenouilla devant le berceau, traçant du doigt les courbes délicates du bois à peine ébauché. Les larmes coulaient librement sur ses joues maintenant. « Prends une gouge », suggéra Rose doucement. Clara obéit, saisissant l'outil comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Et quand elle commença à sculpter le bois, guidée par un instinct qu'elle ne s'expliquait pas, elle comprit enfin d'où venait cette attirance qu'elle avait toujours eue pour la création, pour le travail de ses mains. « C'est exactement comme ça qu'il faisait », murmura Rose, émerveillée. Exactement les mêmes gestes. Clara releva la tête, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. « Tante Rose, est-ce que je peux racheter cet atelier ?» Rose sourit, un sourire radieux qui illumina tout son visage. « Ma chérie, il était déjà à toi, il l'a toujours été. » Clara était revenue à l'atelier tous les jours de la semaine. Chaque matin, elle arrivait avec l'impatience d'un enfant découvrant un nouveau jouet. Et chaque soir, elle repartait les mains pleines d'échardes et le cœur gonflé d'une joie qu'elle n'avait jamais connue. « Tu devrais voir comme elle travaille », confiait Rose à Brigitte par téléphone. « C'est troublant, Brigitte. On dirait que Théo guide ses mains. » Ce samedi matin, Clara était seule dans l'atelier, concentrée sur un petit tabouret qu'elle sculptait. Les copeaux de bois s'accumulaient à ses pieds, tandis qu'elle donnait vie aux courbes du siège. Elle était si absorbée qu'elle n'entendit pas Brigitte entrer. « Tu as manqué le déjeuner », dit doucement sa mère. Clara sursauta et se retourna. Une mèche de cheveux collait sur son front en sueur. « Désolée, maman. Quand je commence un projet, je perds la notion du temps. » Brigitte s'approcha et examina le tabouret avec admiration. Le bois semblait presque vivant sous les mains de Clara, épousant des formes à la fois simples et élégantes. « Tu sais, » dit-elle en s'asseyant sur un établi, « tu as toujours eu des mains habiles. Petite, tu passais des heures à dessiner, à découper, à assembler. » Jacques détestait ça. Pourquoi ? Clara posa ses outils et s'essuya les mains sur son tablier. Parce que ça lui rappelait Théo. Chaque fois qu'il te voyait créer quelque chose, il revoyait ton père. C'était comme si Théo était toujours présent à travers toi. Brigitte soupira profondément. « J'aurais dû t'emmener ici plus tôt, Clara. J'aurais dû te laisser découvrir qui tu étais vraiment. Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Par lâcheté, par peur de perdre Jacques, par peur de bouleverser notre équilibre familial. Et aussi, elle hésita. Aussi parce que j'avais peur que tu m'en veuilles, de t'avoir privé de ton vrai père, de t'avoir laissé grandir dans le mensonge. » Clara posa sa main sur celle de sa mère. « Je ne t'en veux pas, maman. Tu as fait ce que tu pensais être le mieux pour moi. Mais maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire avec tout ça ?» Clara regarda autour d'elle, ses yeux brillants d'une détermination qu'elle n'avait jamais eue. « J'ai une idée qui va tout changer. » Elle se leva et commença à faire les 100 pas, ses pensées se bousculant. L'entreprise de Jacques fabrique des meubles standards, sans âme, juste pour répondre à la demande du marché. Mais imagine qu'on puisse allier la production moderne à l'artisanat traditionnel. Des meubles contemporains avec l'âme de l'ébénisterie artisanale. Brigitte fronça les sourcils. « Tu veux transformer l'entreprise ? Je veux la révolutionner. » Clara s'arrêta devant sa mère, les yeux étincelants. Fusionner l'atelier de Théo avec l'entreprise familiale. Créer une nouvelle marque.
Atelier Montclair, création et tradition. Des meubles uniques qui racontent une histoire. Et Jacques, comment va-t-il réagir? Clara sourit, un sourire qui tenait autant de la détermination que de la malice. Jacques va apprendre. Pour la première fois de sa vie, il va devoir accepter que Théo Montclair fasse partie de notre famille. Parce que son talent, son savoir-faire, son héritage, tout ça vit en moi maintenant. Elle prit les mains de sa mère dans les siennes. La vraie vengeance, maman, ce n'était pas de racheter son entreprise pour l'humilier. C'était de découvrir qui je suis vraiment. Et maintenant que je le sais, je vais honorer la mémoire de mon père en créant quelque chose de magnifique. Brigitte regardait sa fille avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Tu es sûre que tu es prête à affronter Jacques avec ça ?»« Plus que jamais. » Clara se dirigea vers une étagère et prit un carnet de cuir usé. « Rose m'a donné les carnets de dessin de Théo. Regarde ses créations, maman. C'est de la pure beauté. » Elle feuilleta les pages, révélant des croquis d'une précision et d'une élégance saisissantes. Chaque dessin raconte l'histoire d'un meuble qui n'a jamais vu le jour. Mais ils vont naître maintenant. Grâce à moi, grâce à cette entreprise, l'œuvre de Théo Montclair va enfin voir la lumière. Et si Jacques refuse? Clara referma le carnet avec un sourire serein. Il n'aura pas le choix, maman. C'est moi la patronne maintenant. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Clara avait pris les rênes de l'entreprise. Ce lundi matin, elle arrivait au bureau avec une énergie nouvelle, portant sous le bras les premiers prototypes sortis de l'atelier de Théo. L'odeur familière de sciure et de vernis l'accueillait maintenant chaque jour comme un parfum de liberté. Dans l'atelier principal, les employés s'affairaient autour de leurs nouvelles tâches. Clara avait bousculé les habitudes. Fini la production en série de meubles standardisés, place à la création de pièces semi-artisanales où chaque détail comptait. Patron, Philippe Mercier, le contremaître, s'approcha d'elle avec un sourire. À 55 ans, cet homme aux mains d'or avait d'abord été sceptique face au changement, mais l'enthousiasme de Clara l'avait rapidement conquis. « Comment ça se passe avec la nouvelle méthode ?» demanda Clara en posant son prototype sur l'établi central. « Les gars sont ravis. Ça fait 20 ans qu'on fabrique les mêmes chaises, les mêmes tables. Là, on a l'impression de redevenir de vrais artisans. » Clara sourit et dévoila sa création. Une table basse aux lignes épurées, alliant l'élégance moderne et la chaleur du travail artisanal. Les employés se rassemblèrent autour d'elle, admiratifs. « C'est magnifique », murmura Sophie, la seule femme de l'équipe. « On dirait qu'elle a une âme. »« C'est exactement ça », répondit Clara. « Chaque pièce que nous allons créer aura sa personnalité, son histoire. Plus jamais de meubles sans âme. » Un bruit de pas lourd résonna dans l'atelier. Jacques venait d'arriver, le visage fermé comme à son habitude depuis 3 mois. Il observa le rassemblement autour de Clara avec une expression indéchiffrable. « Monsieur Belmont », dit Philippe avec un respect forcé. « Venez voir la nouvelle création de Clara. » Jacques s'approcha lentement, scrutant la table avec un mélange de curiosité et de méfiance. Ses doigts effleurèrent le bois poli, s'attardant sur les détails de la marqueterie. « C'est du travail minutieux, » admit-il à contre-cœur, « mais ça prendra 3 fois plus de temps qu'avant. » « Et ça se vendra 3 fois plus cher, » répliqua Clara calmement. « J'ai déjà reçu 5 commandes pour ce modèle. » Jacques fronça les sourcils. « Des commandes ? L'architecte d'intérieur Valérie Durand veut équiper tout un appartement haussmannien. Le restaurant Le Jardin des Arts nous a commandé 20 tables. Et ce n'est que le début. » Elle sortit de son sac un carnet de commandes déjà bien rempli. « En 3 mois, nous avons généré plus de bénéfices qu'en 6 mois avec l'ancienne méthode. » L'expression de Jacques changea imperceptiblement. L'homme d'affaires en lui ne pouvait ignorer les chiffres. « Comment tu fais ça ?» demanda-t-il malgré lui. « En respectant le bois, en prenant le temps, en y mettant de l'amour. » Clara prit une gouge sur l'établi. « Tu veux que je te montre ?» Pour la première fois depuis des mois, Jacques la regarda vraiment. Il vit ses mains expertes caresser l'outil, ses gestes précis et assurés. Quelque chose dans sa posture, dans sa concentration, lui rappelait... Où as-tu appris ça ? Sa voix était étrangement douce. Clara releva la tête et plongea son regard dans celui de Jacques. Dans l'atelier de mon père. Le silence tomba sur l'atelier comme une chape de plomb. Les employés retenaient leur souffle, sentant la tension électrique entre les 2 protagonistes. « Brigitte t'a dit, » murmura Jacques, et ce n'était pas une question. « Elle m'a dit la vérité, enfin. »
Jacques détourna le regard, ses épaules s'affaissant légèrement. « Et maintenant tu vas faire quoi? Me jeter dehors ?» Clara posa sa gouge et s'approcha de lui. « Non, Jacques, je vais te proposer autre chose. » Elle désigna l'atelier autour d'eux. « Tu as 40 ans d'expérience dans ce métier. Tu connais le bois, les techniques, les ficelles du commerce. Moi, j'ai les idées nouvelles, la créativité et maintenant, l'héritage de Théo. » Jacques tressaillit au nom de son rival éternel. « Nous pourrions faire équipe, » continua Clara. « Ton savoir-faire est ma vision. Transformer cette entreprise en quelque chose d'unique, de magnifique. »« Pourquoi ?» demanda Jacques, la voix rauque. « Après tout ce que je t'ai fait subir. » Clara le regarda longuement avant de répondre. « Parce que malgré tout, tu m'as élevé. Tu m'as donné un toit, une éducation, une famille. Et parce que... » Elle marqua une pause. « Parce que je crois que tu peux apprendre à voir au-delà de ta fierté blessée. » Jacques resta silencieux un long moment, puis hocha lentement la tête. « Montre-moi, » dit-il simplement. Et pour la première fois depuis 32 ans, Clara et Jacques se mirent au travail ensemble, côte à côte, unissant leurs talents pour créer quelque chose de beau. Le samedi matin était devenu le moment privilégié de Clara à l'atelier. Elle y venait seule, savourant le calme qui lui permettait de se concentrer entièrement sur ses créations. Ce jour-là, elle polissait une commode inspirée des carnets de Théo quand elle entendit des pas hésitants dans la cour pavée. Jacques apparut sur le seuil, les mains enfoncées dans les poches de son vieux blouson de cuir. À 64 ans, il semblait soudain avoir vieilli de 10 ans, ses épaules voûtées par le poids de décennies de non-dits. « Je peux entrer ?» demanda-t-il avec une humilité qui surprit Clara. Elle posa son chiffon et hocha la tête. Jacques s'avança lentement, ses yeux parcourant l'atelier avec une expression indéchiffrable. Il s'arrêta devant la commode, effleurant du bout des doigts les motifs délicats de la marqueterie. « C'est extraordinaire », murmura-t-il. « Je n'ai jamais vu un travail aussi vivant. » Clara l'observait en silence, cherchant dans son regard une trace de la dureté habituelle. Mais elle n'y trouvait qu'une tristesse profonde, presque enfantine. « Tu as son don », continua Jacques d'une voix étranglée. « Exactement son don. » Il se retourna vers Clara, et elle fut choquée de voir des larmes dans ses yeux. « J'ai été un monstre avec toi, » dit-il dans un souffle. « Pendant toutes ces années, j'ai été aveugle, égoïste, cruel. » Clara sentit sa gorge se nouer. Elle n'avait jamais entendu Jacques admettre ses torts, encore moins avec une telle sincérité. « Tu sais pourquoi je t'en voulais ?» continua-t-il en s'asseyant lourdement sur un tabouret. « Pas parce que tu n'étais pas ma fille biologique. Non, c'était bien plus vil que ça. » Il passa une main tremblante sur son visage fatigué. « C'était parce que chaque fois que je te regardais, je voyais tout ce que j'aurais pu devenir et que je n'étais pas. Théo était tout ce que je rêvais d'être. Talentueux, créatif, passionné. Et toi, tu étais la preuve vivante de sa supériorité. » Clara s'approcha et s'assit face à lui, bouleversée par cette confession. « J'étais jaloux d'un mort, tu te rends compte ?» Il eut un rire amer. « Jaloux d'un homme qui ne pouvait plus me faire de mal, mais dont l'ombre me poursuivait chaque jour. Jacques... Non, laisse-moi finir. » Il releva la tête, plantant son regard dans celui de Clara. « Ta mère s'est battue pour toi pendant des années. Elle me suppliait de t'aimer, de te voir vraiment. Mais mon orgueil était plus fort que tout. Ses larmes coulaient maintenant librement. Et quand Maxime est né, j'ai cru que j'allais enfin pouvoir oublier. Avoir un vrai fils, de mon sang, qui ne me rappellerait pas mes échecs. Mais ça n'a pas marché, dit doucement Clara. Non, parce que Maxime, lui, il t'aimait, il t'admirait. Et plus il grandissait, plus il me montrait combien j'avais tort de te rejeter. » Jacques se leva et se dirigea vers les outils soigneusement rangés de Théo. Il prit une gouge, la soupesa avec respect. « Ces derniers mois, en te voyant travailler, en voyant ce que tu créais, j'ai enfin compris ce que Brigitte essayait de me faire comprendre depuis des années. » Il se retourna vers Clara. « Un père, ce n'est pas une question de sang. C'est une question d'amour, de respect, de transmission. Et sur tous ces points, j'ai échoué. » Clara se leva à son tour, émue par cette vulnérabilité qu'elle ne lui connaissait pas. « Tu ne peux pas rattraper le passé, » dit-elle avec une douceur qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. « Mais tu peux changer l'avenir. » « Comment »
Sa voix était celle d'un homme perdu. Comment puis-je réparer 30 ans d'erreur? Clara prit la gouge des mains de Jacques et la posa délicatement sur l'établi. En acceptant qui je suis. En acceptant que Théo fasse partie de ma vie, de notre famille maintenant. En m'aidant à honorer sa mémoire, au lieu de la combattre. Jacques hocha lentement la tête. Et si je n'arrive pas à oublier ma jalousie? Alors tu apprendras à vivre avec, comme un homme responsable de ses actes. Elle marqua une pause, puis ajouta « Je ne te demande pas de m'aimer comme ton père, Jacques. Il est trop tard pour ça. Mais je te demande de me respecter comme l'adulte que je suis devenue. » Jacques tendit une main tremblante vers Clara, qui l'accepta sans hésiter. « Merci, » murmura-t-il. « Merci d'être plus grande que moi, plus généreuse que je ne le méritais. » Pour la première fois de leur vie commune, ils se serrèrent la main, non pas en père et fille, mais en égaux. Deux adultes prêts à construire sur les ruines du passé un avenir différent. 3 ans plus tard, septembre 2025. La lumière dorée de septembre filtrait à travers les grandes baies vitrées du nouveau showroom des ateliers Montclair, Création et Tradition. Clara ajustait nerveusement sa robe noire, observant les derniers préparatifs de l'inauguration de leur 2e boutique. Dans quelques heures, journalistes, clients et partenaires découvriraient l'aboutissement de 3 années de labeur passionné. « Tu es magnifique », dit une voix douce derrière elle. Clara se retourna et sourit à Brigitte, élégante dans son tailleur marine. Sa mère rayonnait d'une sérénité qu'elle ne lui avait jamais connue. « Maman, tu crois qu'il serait fier ?» Clara désigna discrètement le portrait de Théo accroché dans un coin d'honneur, entouré de ses plus belles créations enfin achevées. « J'en suis certaine, ma chérie. Regarde ce que tu as accompli. » Clara parcourut des yeux l'espace transformé. Chaque meuble exposé racontait une histoire. La table de chevet inspirait des croquis de Théo, mais adaptée aux besoins contemporains. La bibliothèque sculptée où tradition et modernité s'épousaient parfaitement. Le secrétaire marqué de la double signature Montclair-Belmont, symbole de cette réconciliation impossible devenue réalité. Clara, Maxime déboula dans le showroom, l'iPad à la main et les cheveux en bataille. À 25 ans, il avait trouvé sa voie dans la communication créative de l'entreprise. Les journalistes de art en décoration arrivent dans 10 minutes et le photographe de Maison Française est déjà là. Parfait. Clara vérifia une dernière fois sa coiffure dans le reflet d'une vitrine. Et Jacques? Aux ateliers, en train d'expliquer les techniques de marqueterie aux stagiaires. Il refuse de venir avant l'ouverture officielle. Clara sourit. Jacques avait trouvé sa place dans cette nouvelle configuration. Ni patron, ni simple employé, mais maître artisan respecté, transmettant son savoir-faire avec une patience qu'elle ne lui soupçonnait pas. Leur relation avait évolué vers un respect mutuel, forgé dans le travail partagé et les défis relevés ensemble. 17 heures. Les premiers invités commençaient à affluer. Clara serra la main de Valérie Durand, l'architecte d'intérieur qui leur avait fait confiance dès les premiers jours, accueillit les représentants de leurs plus gros clients, expliqua leur philosophie à un journaliste passionné. « Vous savez, » lui dit ce dernier en admirant une commode aux finitions exceptionnelles, « votre entreprise est devenue une référence. Comment expliquez-vous ce succès ?» Clara réfléchit un instant. « Nous ne vendons pas des meubles, monsieur Forestier. Nous vendons de l'émotion, du temps suspendu, de la beauté durable. Chaque pièce est conçue pour traverser les générations. Et cette double signature Montclair-Belmont, c'est l'hommage à mon père, Théo Montclair, disparu il y a 30 ans, et la reconnaissance du chemin parcouru avec Jacques Belmont, qui m'a élevée. » Vers 19h, alors que la soirée battait son plein, Clara aperçut Rose dans la foule. Sa tante, maintenant âgée de 73 ans, contemplait une vitrine avec des larmes dans les yeux. Il aurait adoré cette ambiance, murmura Rose quand Clara la rejoignit. Théo rêvait d'un endroit comme ça, où l'art et l'artisanat se rencontreraient. « Tante Rose, j'ai quelque chose pour vous. » Clara l'emmena vers son bureau et sortit d'un tiroir une petite boîte en bois sculpte avec une délicatesse infinie. « Le berceau, » chuchota Rose en reconnaissant le motif. « Tu l'as terminé. Avec les dessins de Théo et les conseils de Jacques. Il m'a fallu 1 an pour oser le toucher, et 6 mois pour le finir. » Rose caressa le bois patiné, suivant du doigt les arabesques délicates. « Pour qui ?» Clara rougit légèrement. « Pour personne encore, mais disons que j'ai de l'espoir. »
21h. Les invités se dispersèrent progressivement. Clara s'installa à son bureau pour signer les derniers contrats de la soirée. 3 nouvelles commandes, un partenariat avec une galerie parisienne, l'autorisation pour un reportage télévisé. Sa signature coulait naturellement sur le papier. Clara Belmont, directrice artistique. Plus de vengeance, plus de colère, plus de manque. Juste l'affirmation sereine d'une femme qui avait enfin trouvé sa place dans le monde. Jacques apparut dans l'embrasure de la porte, encore en blouse de travail. « Belle soirée », dit-il simplement. « Merci, pour tout. » Il hocha la tête et se dirigea vers le portrait de Théo. Il avait du goût, admit-il après un long silence. Et du talent. Clara le rejoignit, et ils restèrent de côte à côte, contemplant le visage souriant de l'homme qui, d'une certaine manière, les avait réconciliés. « Clara, » dit doucement Jacques, « je ne t'ai jamais dit, mais je suis fière de toi, vraiment fière. » Elle tourna vers lui un regard surpris. « Pas comme un père, » précisa-t-il, « comme un homme qui reconnaît la valeur d'une autre personne. » Clara sourit et posa une main apaisée sur son bras. « C'est parfait comme ça, Jacques. C'est exactement parfait comme ça. » Dehors, la nuit était tombée sur la petite ville. Dans le showroom silencieux, les créations des ateliers Montclair semblaient respirer doucement, portant en elles l'âme de tous ceux qui les avaient façonnées. Théo le visionnaire, Jacques l'artisan, Clara l'héritière qui avait su transformer la douleur en beauté. Sa signature ne mentait plus. Elle était enfin devenue elle-même.